Voilà, oui, pardon, ça a un petit temps de délai. Voilà. Donc, merci Nathalie de nous donner cette occasion de présenter ce nouveau trajet de soins et ces nouveaux centres pédiatriques multidisciplinaires de prise en charge de l'obésité qu'on appelle CPMO du côté francophone. Ah, excusez-moi, je vais avoir un peu de mal. Alors, je vous ai mis ici sur la ligne du temps, il faut encore que le pointeur. Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà, en bleu. Donc la ligne du temps des dernières décennies d'obésité en pédiatrie, avec en bleu au niveau international, le temps qu'il a fallu pour la communauté scientifique pour formuler des guidelines pour la prise en charge des enfants en excès de poids de mars 2017-2023. Vous voyez les vrais guidelines arrivent. Et ici en bas, le temps qu'on a mis en Belgique. On a commencé en 2002 avec 3 autres collègues où j'ai présenté avec ces 3 autres collègues un premier projet de convention et puis on a travaillé avec de nombreux collègues qui sont ici dans la salle pour finalement arriver en décembre 2023, plus de 20 ans après, mais on est très fiers de ce qu'on a pu faire ensemble, à ce projet à cette convention donc, qui est parue maintenant depuis décembre 2023. Alors, en quoi cela consiste-t-il ? Voilà. Donc, on a voulu construire un programme, un trajet de soins qui était à la fois flexible, individuel, personnalisé et qui se basait sur différents niveaux. Alors, on a le premier niveau qui est pour nous reste très important, c'est la détection et la prévention. Donc, tous les acteurs de santé, PSE, PMS, ONE, en fait, nous tous, quelque part, et qui vont permettre à ces enfants d'entrer dans ce système. Alors, il y a un premier niveau de soins qui est le niveau des pédiatres de ville, des médecins traitants, voilà, et qui seront plutôt une prise en charge monodisciplinaire avec éventuellement, on va y revenir, quelques petits addendums. Et puis, il y a le troisième niveau qui existait déjà, qui est Claire-Vallon et Zé Preventorium. Ça, ce sont les centres d'expertise en obésité résidentielle. Mais par contre, au niveau du deuxième niveau, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Il y avait déjà des... Marie-Christine, moi aussi, ça fait longtemps, et d'autres ici dans la salle prenaient en charge les enfants en excès de poids, mais c'était pas bien structuré et certainement pas remboursé. Et donc, ça posait pas mal de soucis. Donc, la chose que nous avons faite, voilà, excusez-moi, c'est de créer 22 centres de deuxième niveau, donc des CPMO, qui sont constitués d'un pédiatre, d'un diététicien, d'un psychologue, d'une kiné, d'un assistant ou infirmier social et d'un assistant administratif. Et ce qui nous paraissait très important, c'est de créer cette fonction de case coordinator. Donc, c'est-à-dire, cette fonction, ça sera un des membres de l'équipe du CPMO de deuxième ligne qui va assurer et suivre le patient d'un niveau à l'autre et assurer la coordination pour que le patient arrive toujours au bon endroit en fonction de ses besoins. Comme Nathalie l'a dit, l'obésité est une maladie chronique avec des hauts et des bas. Et donc, c'est important qu'en fonction du degré d'intensité de soins dont l'enfant et sa famille a besoin, qu'il arrive au bon niveau. Alors, vous voyez, ces centres sont répartis plus ou moins bien en Belgique. Il y a encore des gros trous. Ici, sur la province de Liège, puisque nous sommes à Liège aujourd'hui, il y en a 3. Il y a Marie-Christine ici, qui est au CHU. Il y a le CHC et puis il y a Verviers. Voilà. Alors, l'apport d'entrée, comment est-ce qu'on entre dans ce trajet de soins ? Eh bien, on peut être référé par le pédiatre, le médecin généraliste, mais aussi par des gens de l'OME, du centre PMS. Donc voilà, tous les acteurs de santé peuvent quelque part référer ces patients dans le trajet de soins. Et l'apport d'entrée, il doit être entre 2 et 17 ans inclus, donc jusqu'au 364e jour de leurs 17 ans. Et ils doivent avoir un BMI correspondant à une obésité. Alors, vous savez qu'en pédiatrie, le BMI, c'est comme la taille et le poids, il y a des percentiles. Et donc, on se base sur le critère adulte, le critère de 30, mais évidemment, on a des équivalents pour l'âge et le sexe. Alors, je dois aller un peu vite là-dessus. Si vous ne savez pas, venez me voir à la pause, ou venez voir mes collègues. Mais donc, il y a un tableau qui existe. Vous avez les BMI cut-off qui permettent d'entrer dans ce circuit. Alors, quand on y est entré, alors comment est-ce qu'après on tourne dans ce carrousel ? Eh bien, c'est fonction des critères EOSP. Alors, Nathalie, heureusement, vient de vous l'expliquer. Donc, l'EOSP,
Voilà. L'EOSP, c'est Edmonton Obesity Staging System pour la pédiatrique. Hein. Donc, nous, on n'a que 3 stades, 4 stades de 0 à 3, on n'a pas le 4e. Et en fait, il classifie, il évalue ou il classifie les patients selon la sévérité de l'obésité, les comorbidités et les barrières au traitement en fonction de 4 domaines: métabolique, mécanique, mental et milieu. Hein, donc, le métabolique, ce sera la stéatose hépatique, par exemple. Le mécanique, ce sera les apnées du sommeil ou les troubles orthopédiques et tout ça qui fait, hein, ça sera les barrières au traitement, ce qui fait que c'est compliqué. Le mental, c'est la situation mentale du patient ou de sa famille. Et le milieu, ben, c'est l'entourage, évidemment, pour un enfant. Nous, on a rajouté cet item-là, c'est évidemment crucial. Vous vous rendrez bien compte. Et donc, ce staging d'Edmonton nous permet de déterminer le niveau approprié de soins. Donc, le BMI dit « j'entre dans le carrousel » et le SP me dit « où je m'arrête hein, », dans quel niveau de soins, quel est le niveau de soins dont j'ai besoin, quelle est l'intensité de traitement dont j'ai besoin. Ça, c'est le score. Et donc, vous avez ici, pour le niveau, les OSP 0 et 1, eh bien, ces patients iront au niveau 1 et donc seront suivis par leur médecin traitant ou le pédiatre de ville. Mais nous avons prévu également dans cette convention que si le médecin traitant ou le pédiatre de généraliste, disons, ne sait pas très bien ou a envie d'un avis, eh bien, il peut demander des avis au CPMO. Et donc, vous voyez, il y a des codes qui ont été prévus, soit pour un simple avis sans que le CPMO ne voie le patient, soit simplement l'avis du pédiatre du CPMO, ou soit s'il y a un avis complémentaire où le médecin traitant souhaite que tout l'ensemble de l'équipe multidisciplinaire lui remette un avis plus circonscrit, eh bien, il y a également une tarification qui est possible. On a, dans ce cas-là, élargi aussi, donc a priori c'est une monothérapie, mais on peut s'adjoindre éventuellement des psychologues de première ligne. Vous savez que maintenant ils sont remboursés. Hein, les patients ne payent plus que 11 € si le psychologue est reconnu comme psychologue de première ligne. Et alors, on a élargi le remboursement des diététiciennes à l'âge de 2 ans. Avant, c'était 6 ans. Et maintenant, il n'y a plus de ticket rémodérateur. Donc, cette consultation de première ligne de diététique est totalement remboursée. Voilà ce qui est pour la première ligne dans ce trajet de soins. On passe à la deuxième ligne. Donc, tous les patients qui auront SP2 ou 3 iront au niveau 2. Et donc là, entreront dans la prise en charge du CPMO. Hein. C'est un forfait trimestriel. Donc, le CPMO facture tous les 3 mois à la mutuelle. C'est totalement pris en charge, totalement remboursé, il n'y a pas de contribution du patient. Et donc, en fait, l'assurance maladie paye l'ensemble des intervenants. Hein. Donc, on a calculé les équivalents temps plein qu'il fallait pour diététicienne, psychologue et tout ça. Et sur base de ça, on a établi un forfait trimestriel. Il prévoit donc 12 contacts par an, au moins une fois par trimestre et au maximum une fois par mois. Et là, en fonction du bilan qui est fait, c'est à l'équipe à décider, tiens, cet enfant, il a plus besoin de diététique, celui-là, il a plus besoin de psychologue, celui-là, et voilà, hein, il aura plus besoin d'un assistant social et d'une aide comme ça. Donc là, le CPMO est libre pour décider comment il organise ces 12 contacts. Hein. Et alors, le médecin traitant, parce que vraiment, nous souhaitons travailler en interligne, en interniveau, il a également un honoraire prévu pour venir participer aux réunions d'équipe. Hein, et donc, s'il facture cet honoraire-là, il doit venir au moins 2 fois par an à la concertation du CPMO pour ce patient, pour pouvoir avoir un lien et faciliter finalement cette transition de niveau à niveau en fonction de où le patient est dans sa prise en charge. Évidemment, si ces 2 niveaux-là ne sont pas suffisants ou si à un moment donné, il faut un petit coup de pouce supplémentaire, une intensification des traitements, pour les EOSP 2 et 3, il y a le niveau 3 qui est résidentiel, hein, donc Clairvallon-Z et Préventorium, maximum 500 jours de 0 à 18 ans. C'est un forfait journalier qui est complètement remboursé. Donc le patient, à part un petit peu quelques petites choses plus pratiques de chaque centre, qui est de l'intendance pratique de chaque centre, il ne reste rien à payer. Ce sont pour les patients, pour l'instant, le critère d'admission, c'est toujours un IETO F30 plus 2 comorbidité. Et on a reçu également un financement pour pouvoir faire les liens entre les divers niveaux et avoir du temps pour avoir ces temps de communication entre les niveaux. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Madame Boulois, y a-t-il des questions dans l'Assemblée? On peut passer au deuxième topic. La deuxième, c'est communication skill.
Alors ça, c'est un vrai challenge, hein, parce que en général, on fait cette session en 2 heures, et aujourd'hui, j'ai 20 minutes. Hein. Alors, et 30, on va tout de suite vous dire que la question-réponse, on va déjà en passer un petit peu dessus, parce qu'on va faire quelque chose d'interactif aussi. Vous allez voir, je vous ai réservé quelques petites surprises. Mais donc, je vais faire ce que je peux, ne m'en voulez pas, mes 20 minutes, c'est très court. Alors, je remercie évidemment Nathalie et les organisateurs de m'avoir permis de faire cette session sur les communication skills. Donc, je ne me suis pas présentée précédemment, mais voilà, je suis professeure invitée à l'UC Louvain en éducation thérapeutique du patient, à la faculté de santé publique et de médecine, et j'applique ça évidemment tous les jours dans ma pratique clinique, Osez Preventorium, hein, dont vous avez une photo là, pour déjà vous donner un avant-goût pour février, et je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation elle-même, évidemment. Alors, j'aime bien commencer, Nathalie en a parlé, par cette diapositive, cette étude qui nous montre un petit peu les sources de stigmatisation chez nos patients qui vivent avec un excès pondéral. Vous avez ici le pourcentage de stigmatisation et les différentes personnes sources de stigmatisation. Et j'ai le malheur de vous montrer que les docteurs sont responsables de la majorité des stigmatisations. C'est la principale source pour nos patients. C'est ce qu'ils nous rapportent. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est peut-être important qu'on change notre langage, en tout cas. Et donc, l'objectif de la présentation, ça va être de vous encourager à l'empowerment, hein, cette utilisation d'une approche centrée sur le partenariat soignant-soigné. Et on va essayer de décrire ces techniques, comment on fait concrètement, et on va les mettre en pratique. Alors, je commence par 2 malentendus. L'observance et la représentation de la maladie. L'observance, vous, c'est le but final de votre consulte. Quand vous êtes avec votre patient devant vous, tout soignant a envie de cette observance. Mais en fait, votre patient, il n'a pas du tout. Lui, il s'en fout. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est les effets de sa maladie sur sa vie de tous les jours. Et là, nous, la maladie, c'est l'objet de notre savoir. On fait des recherches, on étudie, on a des congrès. Le patient, lui, c'est une expérience qu'il vit dans son corps, dans sa vie sociale, dans sa vie affective et psychologique, et voire même dans sa quête de sens. Et donc, finalement, est-ce qu'il nous faut informer, éduquer, conseiller ou éduquer? Et quand j'interroge les professionnels de santé sur ce qu'ils font pour prendre les patients, prendre soin des patients, ils me disent je donne beaucoup d'informations, d'explications, de conseils. Mais le souci, c'est que l'information et l'explication sont centrées sur les contenus. Et donc, quand vous faites ça, vous avez une approche centrée sur la prescription et la connaissance. Je prescris un traitement, je l'explique. Quand vous êtes dans les conseils, vous êtes centré sur celui qui le délivre. Si j'étais de vous, je ferais, hein, et donc c'est centré sur celui qui le délivre, et vous faites, hein, c'est dangereux de faire ça, il faut faire ça, il vaut mieux faire ça. On est dans la responsabilité du patient. Hein, c'est ta responsabilité, ta maladie. Par contre, l'éducation, elle est centrée sur la personne et la relation. Et donc, à ce moment-là, on peut passer à une approche centrée sur le partenariat. Et donc, éduquer, qu'est-ce que je veux dire par éduquer? Quelques exemples d'éduquer. Éduquer, c'est poser ce genre de questions. Comment voyez-vous les choses? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce que vous sentez prêt à faire? Cherchons ensemble des solutions concrètes. Et donc, c'est ce que nos collègues anglo-saxons appellent l'empowerment. C'est le processus de renforcement progressif de la capacité qu'a une personne d'agir sur les déterminants de sa santé, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des situations qui lui confèrent un sentiment d'impuissance et d'incapacité. Et ça, je crois que tout le monde s'y reconnaît là. Hein. Tant nous que nos patients sont parfois dans ce sentiment d'incapacité. Hein. Power, c'est la puissance. Et donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut entrer dans ce processus? Comment est-ce qu'on peut faire? Hein, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et pourquoi est-ce que ce processus est important? Passer à l'empowerment, ça permet d'éviter 3 pièges. D'abord, ça permet d'éviter des pratiques cliniques normatives et prescriptives. T'as qu'à, tu n'as qu'à pas, hein, d'accord? Ou le transfert simple de connaissances. La salade est moins calorique que la gaufre. Ou la standardisation des principes. BMI 35, 2 comorbidités, chirurgie bariatrique. Hein, voilà. Cela implique, hein, évidemment, voilà, ça c'est les pièges. Hein, voilà. Mais par contre, l'empowerment, ça implique des choses. Ça implique qu'on va soutenir les patients dans leur motivation. Moi, j'aime bien le mot « on va accompagner le changement ». Hein, j'aime bien ce mot « accompagner hein, ». On ne va pas faire le changement, on ne va pas leur dire de faire le changement, on va accompagner le changement. Et pour ça, ça implique qu'on tienne compte des déterminants non médicaux
Ah, ça, c'est compliqué, hein. Non médicaux dans l'élaboration d'un plan de soins personnalisé. Et cela implique que vous commenciez par vous posez ces 5 questions et vous les posez en équipe. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il vit? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il croit? Qui est-il? Que ressent-il? Quel est son projet de vie et ses envies? C'est ce qu'on appelle le bilan éducatif. Et je vous montre ici le bilan éducatif. Je ne vais pas le lire tout avec vous. Hein, c'est une anamnèse typique, hein, d'un enfant avec excès de poids. Hein, et j'aime bien le mot partager. En équipe, quand vous avez vos réunions multidisciplinaires, n'hésitez pas à prendre cette feuille, hein, et remplissez les cases avec les informations que vous avez tout un chacun. Le psychologue, la diététicienne, le médecin, l'assistant social, remplissez. Et si vous voyez qu'il y a une case qui est vide, eh bien, probablement, vous avez une partie de ces déterminants non médicaux, hein, ou médicaux, qui fait que, il y a une partie qui est loupée dans l'instauration de votre plan de santé. Hein, votre plan de soins va négliger une partie importante du patient. Et je voudrais vous rappeler, n'oubliez pas ces croyances. Hein, vous savez que certains patients pensent, hein, on a parlé de la thyroïde, hein, c'en est une, voilà, que c'est ça qui fait les problèmes de poids. Explorez ça aussi, ça sera pour vous les éléments essentiels pour pouvoir avoir un plan de soins personnalisé. Alors, il y a 5 techniques pour arriver à pouvoir mettre en pratique cet accompagnement au changement. Hein. Eh bien, c'est l'agenda setting, l'active listening, l'empathie, le skillet questioning et le share goal setting. Nous allons les passer ensemble, si vous le voulez bien. Je vous vois déjà en train de me dire oui, mais moi, j'ai pas le temps. Hein. Eh bien, je vais vous montrer, ça prend pas plus de temps, au contraire, vous allez en gagner. Et ça, vous allez me dire aussi, mais ça change quoi? De toute façon, hein, faut quand même rien, hein, ou des choses. Eh bien, je vais vous montrer une étude. Toutes les études scientifiques ont montré qu'utiliser ces techniques permettent d'augmenter l'adhérence au traitement et améliore la qualité de vie du patient. Ça fait émerger les ressources du patient. Ça renforce le sentiment d'auto-efficacité et de contrôle. Hein. Auto-efficacité, ça va avec empowerment, hein, c'est la même chose. D'accord? Ça permet au patient de retrouver un sens à sa propre vie et ça maintient un sentiment de normalité, hein, et non de « je suis uniquement malade ». Alors, par exemple, cette étude, ça a été réalisé avec nos collègues de Cardiff, hein, chez des adolescents de 14 à 17 ans qui présentent un diabète, hein, dans 5 centres. Ils recevaient ça pendant 1 an. Soit ils étaient vus par des soignants formés en motivational interview, hein, c'est cette technique dont je vais vous parler, ou les consultations cliniques, et puis il y avait 1 an de follow-up. Eh bien, vous voyez, ici, c'est l'hémoglobine glycatée, là, c'est les mois, en bleu, le groupe avec motivational interview, et là, en rouge, ceux qui ont des consultations classiques. Eh bien, vous voyez, on a une chute de l'hémoglobine glycatée qui se maintient, hein, aussi l'année suivante. On a dans les questionnaires une augmentation de la satisfaction et de la qualité de vie, une diminution de l'anxiété, une augmentation du bien-être, et ça se maintient aussi après 2 ans. Donc, ça marche. Donc, allons-y. Hein. L'agenda setting. Alors, pourquoi faire un ordre du jour quand le patient se présente à votre consultation? Alors, on va écouter Arthur. C'est comme signer avec lui qui savait. Hein, il me dit, regarde ce qui se passe, ton hémoglobine est comme ça, ok, fais ceci, ceci, voilà, et voilà, tu peux y aller. Je suis juste assis sur ma chaise, il y a tout le monde qui me regarde, et c'est comme si j'étais pas là. Je crois, hein, si je voulais, je pourrais poser une question, mais flemme. Hein. C'est plus facile de laisser causer, comme ça je rentre plus vite voir mes potes. Alors, j'espère qu'avec ce je vais vous expliquer, vous allez faire de vos consultations un more supportive experience par rapport à ce que Arthur nous décrit. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on entend par ordre du jour? C'est une brève discussion, hein, à l'entrée de la consultation pour déterminer ce dont le patient veut parler, comprendre ses priorités, inclure aussi vos points, hein, vous avez le droit d'amener vos points, et élaborer un plan de consultation. On peut le revoir. Grâce à ça, vous allez impliquer toutes les parties, hein, il ne sera plus juste assis sur sa chaise, hein, et ça va mettre un petit peu de structure, et surtout, vous allez gagner du temps. Parce que vous avez tous eu cette consultation où, quand vous le raccompagnez à la porte, vous ouvrez la porte et puis il dit « Au fond, docteur, demain, il part en classe verte. J'ai oublié de vous demander comment on fait pour l'injection de ceci, pour peser ceci, la balance, enfin, bref, tout bazar. Hein, et vous êtes prié pour vous rasseoir. Vous êtes reparti pour un quart d'heure, 20 minutes.
vous êtes en retard à votre consulte et c'est l'énervement des deux côtés. Et bref, votre journée est gâchée. Donc voilà, hein, avec ça, ce genre de choses ne vous arrivera pas et vous aurez pris le temps qu'il faut. Alors concrètement, comment on fait? Ben, on explique. Si vous êtes d'accord, on va commencer par définir ce dont vous voulez discuter avec moi aujourd'hui. Hein, et puis on demande aux patients qu'est-ce qu'on doit absolument discuter ce jour. Puis pour ma part, j'aimerais discuter avec toi. Hein, et moi, je suis en pédiatrie, hein, donc je vais mettre le toi, c'est plus facile. J'ai l'habitude. Et puis on va négocier l'ordre. Parmi tous ces points que j'ai notés par lesquels veux-tu qu'on commence, et aussi, s'il y a trop de points, on peut voir, ben tiens, est-ce que ça, tu pourras pas aller discuter avec la diététicienne, celui-là avec l'infirmier d'éducation, est-ce qu'on prévoit un rendez-vous pour les classes vertes? Alors, tu me parles de ton voyage à New York avec le décalage horaire, mais peut-être on va reprogrammer une consulte avec les horaires, quand tu auras les horaires d'avion. Enfin voilà, on peut un petit peu trier parmi les choses, hein, et donc voilà, ça nous permet finalement d'avancer quand même et de nous concentrer sur ce qui est vraiment prioritaire pour le patient à ce moment-là de sa vie. Alors, la deuxième technique, c'est l'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est pas seulement écouter comme ici, mais c'est ça. Montrer que l'on comprend les préoccupations du patient et ses paroles et discerner les messages implicites non exprimés. L'écoute active, c'est encourager le patient en hochant de la tête. Oui, oui. C'est clarifier en posant des questions et reformuler. Reformuler, c'est vraiment important. Si vous reformulez, le patient peut dire « Ah mais non, c'est pas ça que je voulais dire ». Et donc, on continue. Hein, c'est regarder au-delà des mots, les gestes, l'intonation, le langage corporel. Et puis surtout, c'est résumer où vous en êtes. Voilà, à ce stade-ci, j'ai compris ça. Hein, et puis voilà, et si c'est bien ça, on peut continuer. Si on n'est pas encore dans on ne sait pas s'aligner, eh bien alors on attend. Hein. Et donc, pas de conclusion hâtive, s'il vous plaît. Alors, je vous ai mis ici un exemple de comment faire de l'écoute active à travers une phrase d'un patient. Voilà, le patient vous dit « Essayez de perdre du poids, c'est vraiment difficile ». Eh bien, il y a 4 techniques qui sont des techniques d'écoute active. Soit vous répétez « Perdre du poids, c'est vraiment dur ». Soit vous rephrasez. Vous avez donc l'impression que vos efforts pour perdre du poids n'ont pas été couronnés de succès. Vous paraphrasez. Vous aimeriez connaître d'autres façons de perdre du poids ou de meilleures façons. Vous reflétez un sentiment. C'est vraiment décevant de faire tous ces efforts pour perdre du poids et de ne pas être récompensé. Et donc, à travers ces différentes techniques, vous pouvez voir qu'est-ce que le patient voulait vraiment dire avec ça. Hein? Et qu'est-ce qui vous amenait? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il voulait d'autres techniques? Il voulait dire simplement son sentiment? Hein? Il voulait, voilà. Vous pouvez mieux préciser parce qu'avec ça, vous savez pas très bien ce qu'il voulait vous dire. Donc ça, c'est l'écoute active. Alors, en quoi est-ce que ça peut être utile? Ben, ça va éviter les malentendus. Hein. Si vous avez reformulé et qu'il dit non, ben, ok, on va pouvoir se mettre d'accord. Pour le patient, c'est la meilleure preuve, hein, la plus belle preuve que vous avez bien compris ce que vous dites. Quand vous avez reformulé et qu'il dit oui, ok, et ça fait tomber les barrières, ça met le patient plus à l'aise et ça crée un climat de confiance. Et on utilise aussi ces techniques dans les résolutions de conflits. Alors, on passe à l'empathie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par empathie? De quoi s'agit-il? Eh bien, ici, c'est voir les choses à travers les yeux du patient. Hein, c'est mon petit dessin avec les jumelles. Hein, et autant dans l'écoute active, vous montrez que vous comprenez. Ici, vous montrez que vous ressentez et que vous reconnaissez ces sentiments, ces inquiétudes. Je sais que c'est parfois difficile. Tu avais l'air inquiet à propos d'eux. Tu n'as pas l'air confortable avec la décision qu'on vient de prendre. Par exemple, il y a une semaine, j'avais dans mon cabinet, pour une consultation d'admission aux Préventorium, une maman, et on discutait ensemble, est-ce qu'on va faire le régime sans gluten que vous suivez tant pas trop bien à la maison, hein, et parce qu'il n'y avait aucune preuve, aucune évidence que ça devait être fait. Et puis, on se rend compte que maman croit que le régime au gluten influence la maladie d'autisme. Et puis, finalement, on discute, on arrive à la conclusion, on va quand même pas faire le régime au gluten aux Préventorium. Et puis, je continue ma conversation, puis je sens bien que la maman n'est pas confortable. Il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose. Eh bien, voilà, on reprend. À ce moment-là, on se dit, mais ok, c'est pas la peine d'aller plus loin là, je l'ai perdu. Hein, et voilà, j'ai dit, il me semble que vous êtes inquiète avec cette décision qu'on vient de prendre. Et voilà, on a pu se réaligner et poursuivre. Ce patient est arrivé chez nous. Hein, c'était comme aussi l'enjeu. C'est qu'évidemment, les parents acceptent que cet enfant soit pris en charge. Et donc, évidemment, on va devoir s'adapter à l'âge et au niveau de compréhension du parent. Et autant dans l'écoute active, je vous ai dit de faire attention au langage corporel des patients. Ici, faites attention à votre langage corporel pour qu'il soit évidemment en adéquation avec ce que vous voulez exprimer aux patients. Qu'est-ce que ça va permettre? De renforcer évidemment la relation, mais surtout de réconforter le patient par rapport à la normalité. C'est normal ce que vous sentez. Et ça fait du bien à nos patients.
Alors, hop. J'ai du mal avec ce machin. On passe maintenant, vous voyez, alors on continue dans notre consultation. On a fait un agenda setting, on a vu les points, on l'a écouté, hein, et puis on a montré qu'on le comprenait, qu'on se mettait à sa place. Mais parfois, il faut bien qu'on pose des questions, parce qu'on est là devant cette courbe de glycémie qui fait yo-yo, ou cette courbe de glycémie qui est à 400, hein, et ben voilà, il faut quand même bien un tout petit peu qu'on aille voir ce qui se passe, et donc il va falloir poser des questions. Et comment on va poser ces questions sans que les patients ne se sentent jugés, hein, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que pourquoi t'as pas fait tes injections, c'est évidemment directement, hein, notre Arthur, il fait juste ça, vous l'avez perdu pour le reste de la consultation. Et donc, le skillet questioning, c'est en fait de pouvoir essayer de poser des questions plutôt ouvertes et non suggestives, donc où il n'y a pas la réponse dans la question, d'accord? On va éviter de culpabiliser ou de l'embarrasser. Par exemple, devant cette courbe de glycémie qui est foireuse, on peut dire, mais tiens, moi je vois ça parfois quand certains adolescents ne font pas leurs injections. Ou tiens, est-ce que si je demandais dans ton entourage si tu as fait tes injections hier ou avant-hier, qu'est-ce que tu crois qu'ils me répondraient? Voilà, ce sont des manières de ne pas dire pourquoi tu n'as pas fait tes injections. Hein, voilà, on va éviter aussi les questions qui demandent un simple oui ou non. Un silence peut être une question, en fait, déjà. Et puis, réfléchissez au moment où vous posez vos questions, si elles arrivent au bon moment. Et ça va vous permettre, cette façon d'interroger le patient, de trouver finalement les informations qui vous manquent pour arriver à faire un plan thérapeutique. Et ça va surtout aider le patient à se réfléchir, à se comprendre. Hein, de sorte qu'au fur et à mesure, il va pouvoir identifier, mais tiens, qu'est-ce qui pose souci? Et donc, quand on est arrivé, et donc en pratique, je vous ai mis des exemples de questions. Comment ça va dans ta vie en ce moment? Et toi, que penses-tu de ces démarches? En quoi elles pourraient être intéressantes pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui fait qu'on a arrêté ou craqué? Voyons cela ensemble. Cette journée où tu me dis que ça a été difficile, que s'est-il passé? Comment pourrait-on faire la prochaine fois? Hein, on a été à Walibi, mais vous comprenez, hein, y avait tellement de shops avec des glaces et des hamburgers et tout ça. Ah, c'était difficile, on ne pouvait pas lui dire non quand même tout le temps. Voilà, bon, voilà, ok. Comment est-ce qu'on va reprendre ça? Hein? Dans ton entourage, est-ce qu'il y a une personne ressource? Hein, Nathalie a beaucoup insisté, ça c'est en pédiatrie, c'est très important aussi. Comment comprends-tu l'évolution de ton poids, de ton diabète aujourd'hui? As-tu des choses que tu voudrais savoir sur l'alimentation ou le poids? On peut utiliser la curiosité. Ah oui, comment? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et si? Vous pouvez essayer de résister aussi, hein? Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? D'autres jeunes m'ont dit que ça avait bien marché pour eux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée? Voilà. Hein, donc, on peut comme ça avoir des questions ouvertes qui permettent aux patients de vous amener des informations sur ce qui se passe, en fait, ce qui est compliqué et ce qui n'a pas été, sans être dans le jugement. Et donc, on arrive à la dernière, c'est le sharing goal setting. Et donc ça, c'est quand le patient est prêt. Hein, voilà, on est au stade où on est prêt à envisager l'introduction d'un changement. On va alors créer un plan individualisé pour la suite. Je vous rappelle que le choix et l'autonomie, évidemment, sont au cœur du processus. Hein, n'oubliez pas que ce que le patient, et non vous, va choisir, c'est ça qui va faire que ça va le mieux réussir. Hein, c'est lui, il sait mieux ce qui fonctionne pour lui. Et je vous encourage vraiment à voir ces familles et ces jeunes comme compétents. Hein. Ce ne sont pas des familles ou des jeunes dysfonctionnants. Nathalie vous a dit c'est la graisse qui dysfonctionne, c'est pas la famille ou le jeune. Voyez-les comme compétents. Ils peuvent trouver en eux-mêmes des ressources, hein, ils ont des idées. Et respecter leur autonomie, même si parfois le choix c'est l'absence de changement. C'est vrai, on mange notre frein à ce moment-là, mais on doit aller au rythme des familles et des patients et c'est souvent finalement ce qui clôture la consultation. Alors, je vous ai juste mis ici les 5 F d'un objectif en pédiatrie. Voilà, il faut que ça lui permette un bien-être physique et mental. Laissez-le essayer, laissez-le essayer avec d'autres amis, qui respectent sa famille et où il trouve du fun. Alors, en concret, les étapes clés d'un sharing goal setting, c'est clarifier l'objectif. En venant ici, qu'est-ce que tu avais comme plan? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Et soyez concret. Hein. Ça, faire plus d'activités physiques quotidiennes, ça, c'est pas concret du tout. Hein. Et donc, par exemple, je pensais aller à la piscine. OK. Et alors, entrez dans les détails pratiques. OK, t'as un maillot? Il est un peu trop petit. Et vous, parents, vous avez un maillot? Non, de toute façon, moi, je vais pas dans l'eau. Et qu'est-ce qui va t'emmener à la piscine? Papa et maman vont t'y apporter? Non, pas question, moi, j'ai pas le temps. Tu vas prendre le bus alors? Il est hors de question qu'ils prennent le bus tout seul, à son âge. Le plan piscine, il est mort, quoi. Hein. Donc,
Hein, et donc, il faut faire autre chose. Hein. Donc, on va expliquer un peu le brainstorming. On va demander aux patients de proposer des solutions. Vous pouvez amener vos solutions aussi. Et parmi toute cette liste, eh bien, demandez le choix qu'ils font. Quel est finalement, qu'est-ce que vous choisissez parmi tout ce brainstorming qu'on a fait? Quelle est pour vous la solution qui vous paraît appropriée pour l'instant, pour vous en êtes dans votre vie? Et n'oubliez pas de convenir un plan B au cas où ça foire. Hein? Et donc, comme Nathalie l'a dit, l'obésité c'est une maladie chronique avec des ups and downs. Hein? Et donc, je vous ai apporté ici. Et donc, on décrit 4 stades de changement de comportement. Donc, le patient peut être dans un de ces 4 stades. Et c'est important, je vous encourage, je vous invite à déterminer où en est ce patient quand il vient vous voir. Aujourd'hui, à ma consultation, est-ce que mon patient, il est toujours c'est les hormones docteur, hein, ou oui, j'aimerais bien perdre du poids, mais je suis quand même costaud à la cour de récréation et au rugby, c'est quand même bien utile. Ou j'aimerais bien perdre du poids, mais si je perds du poids, mon voisin me regarde un peu de trop près. Hein. Et donc, est-ce qu'on est toujours là? Ou est-ce qu'on est, j'aimerais bien faire plus d'activité physique. Mais, oui, c'est comme mon plan piscine. Ça va être compliqué. Il y a ça et ça. On va rechercher les obstacles, les freins, les choses qu'ils vont faire. On va négocier. Où est-ce qu'on est? Docteur, super, j'ai été au scout ce dimanche. Maintenant, ça y est, j'ai pris les scouts. Et vous savez quoi? Hein, j'ai trouvé des potes qui habitent à côté de chez moi. Hein. Et maintenant, le mieux, hein, docteur, c'est que maman, elle me laisse aller jouer dehors dans le parc en face avec ce pote. Ah, donc, c'est trop top. Hein. Franchement, moi, maintenant, c'est génial. Là, on est on va devoir renforcer les bénéfices. N'oubliez pas de renforcer les bénéfices. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Quand ils ont fait cet objectif, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bénéfices? N'oubliez pas de le renforcer. Et puis, il faut ouvrir ses oreilles. Je dis toujours à mes patients, moi j'ai des grandes oreilles. Je peux tout entendre. Hein? Et c'est quand ça ne va pas qu'il faut venir chez nous. Souvent les patients, quand ça n'a pas été ou qu'ils n'ont rien fait, je ne vais pas là à la consultation, je vais l'annuler parce que j'ai rien fait. Mais non, c'est à ce moment-là qu'ils ont plus de temps. Et donc voilà, nos enfants et nos patients sont souvent dans un de ces 4 stades. Et quand on accompagne un patient au changement, eh bien il faut un petit peu voir où il en est pour ne pas se louper la phase. D'accord? Et donc voilà, j'ai repris ici un dessin qu'Amine nous a fait au cours de son séjour. Et bien, vous voyez qu'il y a des moments avec des éclairs. Alors, désolé, c'est en flamand. Mais voilà. Alors, il y a des moments où il est fâché, il est triste. Puis, il y a des moments où il est dans le creux. C'est vraiment difficile. C'est dur, il faut monter la pente. Puis, il y a des moments, vous voyez, où c'est le soleil. Il a retrouvé confiance en lui. Il est heureux et fier de ce qu'il peut faire. Ici aussi, notre Alicia, elle a bien intégré vos messages dans la piscine, enfin vos messages ou ses idées avec elle, la piscine et trampoline, mais il y a encore des cœurs à l'endroit, des cœurs à l'envers, le ciel est nuageux, les cœurs sont noirs, il y a encore du travail, on avance. Et puis, surtout, n'oubliez pas, l'identité d'un patient, ça n'est pas sa maladie. Oui, Marie, tu es belle, tu n'es pas que tes kilos. Alors maintenant, je vais faire appel. On va s'y mettre. Nathalie, on va s'y mettre, on va distribuer. Est-ce qu'il y en a qui peuvent venir nous donner un petit coup de main pour distribuer les feuilles? Alors, vous allez vous mettre par 2. Donc, ne faites pas de grand schéma. Vous prenez celui qui est à côté de vous. D'accord? Vous décidez qui va faire le soignant et qui va faire le soigné. D'accord? Donc, si vous voulez bien, vous mettez vite par 2. Et donc, on vous distribue des papiers. Attention, il y en a qui sont pour le soignant et il y en a qui sont sur le soigné. D'accord? Donc, quand vous distribuez les feuilles, mettez-vous par 2. Donc, Alessandro avec Emmanuel et Nathalie et Anne. Voilà. Donc, voilà. Prenez, voilà, ça c'est bien. Donc, un pour le soignant, un pour le soigné. On va distribuer ça. Alors, j'explique pendant qu'on distribue. Voilà, je garde votre attention. Par ici, on distribue les feuilles. Donc, un soignant, un soigné. Le soigné. Donc, vous avez identifié qui va faire avec vous? Oui, c'est bien. Théodora, tu t'es trouvé un pote? Tu t'es trouvé un pote, c'est parfait. D'accord. Et donc, on va faire un petit exercice maintenant. Donc, ceux qui sont soignés, hein, Bruno ou Julie, là, d'accord, hein? Je mets la diapositive. Vous choisissez un changement que vous voudriez faire, fictif ou réel dans vos vies. D'accord? Je voudrais me mettre au vélo. Je voudrais arrêter de fumer. Je voudrais boire moins d'alcool. Je voudrais faire de la méditation avant d'aller dormir parce que je dors mal. Je voudrais déjeuner. Enfin, vous choisissez tout ce que vous voulez, hein, et vous choisissez un petit changement. D'accord? Ce changement, vous allez le garder pour les 2 phases de l'exercice. Hein, donc, l'exercice va se jouer en 2 phases.
D'accord? Et donc, vous gardez ce changement. Hein, c'est le même changement que vous allez faire. Donc, le soigné, il ne va pas changer de scénario. C'est très clair? Le soigné, il prend un changement qu'il veut faire et il ne changera pas de scénario. Le soignant, maintenant. Le soignant, je vous demande, vous lisez pour vous les consignes. Hein, donc, je ne les mets pas parce que le soigné ne doit pas savoir. Mais le soignant, vous allez lire attentivement les consignes. Et donc, le patient va arriver, il va vous dire, voilà, je voudrais bien faire tel changement, et vous allez mener la consultation selon les 4 points de la phase 1. OK? Et vous lisez bien ces 4 points et vous faites exactement ce qui est dit sur ces 4 points. D'accord? Donc, voilà. Ben, il y a qu'à y avoir une maman avec. Hein. C'est facile. Si ça tombe mal, vous faites la pédiatrie. Hein, et vous rajoutez autant qu'il faut. Il y a papa, maman, grand-mère, tati, nonna, tout ce que vous voulez. Hein, d'accord? Hein, voilà. Comme ça, vous pouvez vous mettre ensemble. Et donc, vous mettez un peu par deux. Et je vais vous donner 4 minutes pour faire la phase. C'est court, hein, je suis désolée. Hein. Vous allez faire 4 minutes la phase 1, ok? Puis après ça, on aura 4 minutes la phase 2 et puis on aura 2 minutes pour un feedback de la salle, ok? Alors, est-ce que les soignants sont prêts? Ont bien lu les 4 phases, oui? On peut y aller? Oui, allez-y, ok, 4 minutes. Oh, merci, c'est gentil. Merci. Voilà, c'est bien que vous avez mis le truc en route. Ouais, merci. Donc on va tout doucement clôturer.
Voilà, on va tout doucement passer à la situation numéro 2. Hein, donc, je suis désolée, c'est vrai qu'on est un petit peu court, donc peut-être vous n'êtes pas encore... Ça va ou je vous laisse encore quelques secondes, c'est bon? On va passer à la situation numéro 2. Donc le soigné, il garde le même changement à faire. Et le soignant prend le temps de lire la phase numéro 2. Alors c'est de nouveau en 4 temps. Et c'est important que vous regardiez bien ce qui est marqué en gras. Hein, donc le soignant doit vraiment faire ce qui est marqué en gras. D'accord? Hein, vous n'oubliez pas de bien le faire. Donc il y a 4 phases dans ce nouvel type de consultation et vous faites bien ce qui est marqué en gras, hein, entre chaque point et à la fin. OK? Est-ce que c'est clair pour tous les soignants? Vous avez le temps? Oui? OK? Eh bien alors nous sommes repartis pour 4 minutes. Voilà. Merci. On recommence. Tant mieux. Je vais regarder aussi. Ça va, c'est bien. Mais juste ces pointeurs, juste pour moi. Oui, il pointe. Oui, et échanger. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai essayé de le rapprocher. Ça a l'air d'aller un peu. Ah oui, ça va plus vite, effectivement, ça va mieux. Ça va déjà mieux, hein. Ouais. En fait, je l'ai un peu rapproché, parce qu'en fait, moi, je suis tout à fait là-bas, et normalement, il doit être juste à côté. Voilà, c'est ça l'affaire. C'est ça le truc. Ah voilà, j'ai compris, ouais. D'accord, mais c'est vrai parce que ça c'était un peu... Oui, c'est pour ça que j'essaie, en fait, c'était tout un truc. Voilà, mais maintenant, j'ai essayé de le rapprocher. Ah voilà, les orateurs auront plus facile. Et au pire des cas, je me mets même juste ici, s'il n'y a personne qui va s'asseoir là, je peux même me mettre Oui, là. c'est vrai. Comme ça, je me rapproche encore un peu plus. Ouais. Et dans la connexion, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Déjà, c'est bien. C'est déjà beaucoup mieux en tout cas, c'est vrai, vous avez raison. Il reste combien là? Il reste 47 secondes. Ok, ça va. Ouais, j'ai fait le temps. Oui, j'ai encore un peu de temps.
C'est bon? OK. Alors, ben voilà, on va tout doucement. Quand vous avez terminé, vous levez le bras, comme ça je vois un peu qui a terminé, je vous laisse terminer. Voilà. On pense à clôturer et voilà. Alors maintenant, ce qui me semble important de faire, c'est qu'on vous écoute. J'aimerais, pour les 2 minutes qui me restent, à échanger avec vous sur ces 2 façons de faire. Vous avez vu qu'il y avait 2 façons un peu différentes. Et j'aimerais que tant les soignants, parce que c'est important aussi que les soignants puissent verbaliser ce qu'ils ont ressenti dans la posture qu'ils prenaient dans la phase 1 ou la phase 2. Hein, la posture de soin n'est pas du tout la même. Donc voilà, merci. Donc la posture de soin n'est pas du tout la même dans la phase 1 que dans la phase 2. Donc j'aimerais écouter à la fois les soignants et les soignés. Alors on va écouter, alors vous pouvez vous exprimer de façon informelle et indifférente. Donc ceux qui ont envie de dire ce qu'ils ont vécu à travers ces 2 exercices, voilà. N'hésitez pas, voilà, je vous écoute. Ah oui. Vous pouvez expliquer? Voilà, et d'autres, oui? Ouais, voilà, c'est le patient a le temps de se réfléchir, de se comprendre dans la deuxième situation et de pouvoir réfléchir, lui, comment tout doucement il va arriver à des choses, éclaircir ce qui n'est parfois pas clair non plus dans sa tête. Oui? Oui. Ouais. Voilà. Donc, on a mis pourtant 4 minutes top chrono dans la même chose. Donc, vous avez mis le même temps. Hein, donc, j'espère que je vous ai convaincu qu'en fait, pour changer la perception, hein, le sentiment d'auto-efficacité, arriver dans du concret, eh bien, il ne faut pas plus de temps. Hein, est-ce qu'il y a d'autres feedbacks? Donc, c'est plus correct. Donc, on peut se dire qu'on fait de nos consultations a make supportive experience. Hein? Voilà, on est moins dans le Arthur. OK. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui? Ça a éclairé, ça a permis de trouver des informations. Vous vous souvenez, dans le skillet, il y avait ça, le skillet questioning. Eh bien, il y avait comment je trouve des informations qui me permettent d'avancer dans mon plan. Hein? On a trouvé d'autres informations. D'autres? Alors moi, dans la phase 1, comment faire le changement, etc., je l'ai passé, dire comment faire le changement ou ordonner le feu. Ici, les soignants ont l'air de dire que je n'ai pas ordonné, parce que je n'étais pas sur la station. C'est pas vrai. C'est une question ouverte. Ouais. Voilà, c'est pas facile. Mais parfois, ça vient vite. Hein. Il faudrait, ça sort tout seul. Hein, donc, ça demande un petit... Mais bravo. Hein. Oui? Voilà. D'accord, ok. Mais parfois, si vous vous lancez dans des zones, c'est vrai, on peut alors évidemment être très rapide, on ordonne et puis c'est comme Arthur nous disait, hein, voilà, maintenant tu peux y aller.
Mais par contre, si on veut, parfois, quand on se lance dans des grandes explications, ça peut être plus long aussi, hein, et on n'est pas du tout efficace. Par contre, le constat est le même. Mm. Dans la première page, j'avais l'impression plus que c'était oui, mais c'était toujours en train de répondre oui, mais je ne sais pas, oui, mais ceci, oui, mais cela. Avec que dans la phase 2, comme tout le monde a déjà dit, c'est discuter, trouver quelle solution pour le problème et pas tout le temps avoir comme une balle de ping-pong à la première phase. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai marqué dans une des diapositives. It's like dancing and not wrestling. C'est pas de la lutte, mais voilà, on fait du tango, quoi. Hein? Voilà. OK, ben mon temps de parole, et je pense, j'ai quand même réussi à maintenir plus ou moins l'affaire. Et voilà, je termine par la petite phrase d'Alain Gollet, hein, que je vous laisse méditer. Voilà. Ah, oui, pardon. C'est classique, évidemment, hein, ils sont souvent tirés à la consultation, ils s'asseyent devant vous. Ils n'ont absolument envie de rien faire du tout, hein, donc ça, c'est évidemment classique. Euh, Parce que moi, la question que j'essaye, c'est qu'est-ce qui a eu l'idée, hein, je commence déjà comme ça. Qu'est-ce qui a eu l'idée? Alors, comme ça, bah, parfois, c'est le docteur, c'est le PSE, enfin, c'est des choses comme ça. Et puis, toi, qu'est-ce qui pourrait quand même t'intéresser dans la démarche? Puis parfois de prendre un petit peu connaissance de sa vie, hein, donc qu'est-ce qui pour le moment fait sens dans sa vie, qu'est-ce qui est important pour lui, ses amis, ses potes et tout ça. Et parfois, par exemple, les potes sont un bon levier. Souvent, ils sont fort isolés ou des choses comme ça. Et alors le fait que vous êtes le bon là qui subitement dit qu'il va pouvoir aller jouer dehors avec ses copains, hein, qui propose et qui va négocier avec les parents certaines choses qu'il n'obtient pas par lui-même. J'essaie qu'il trouve un intérêt à venir à la consultation. Hein, alors, on n'est pas dans non plus le frottement dans le sens du poil. Hein, ça, c'est pas. Moi, ça, c'est à négocier avec la famille. Parfois, parfois, on peut leur dire, est-ce que c'est le bon moment pour vous? Quand on a une famille, je me souviens d'une famille comme ça, le papa était en prison, la maman était dans les dettes, ils avaient une maison qu'ils étaient en train de construire, et puis pour toutes ces différentes choses, ben, elle était à l'abandon, mais ils avaient un tas de problèmes avec, et puis ils vous amènent le jeune pour dire qu'il doit perdre du poids. Ben, est-ce que c'est le bon moment? Enfin, c'est peut-être pas la peine non plus, quoi. Hein, et donc, il y a peut-être parfois des choses. Alors, parfois, on peut maintenir la consultation pour les aider à régler les choses qui font des freins à la. Hein, on n'est pas obligé de commencer directement avec des actions concrètes, mais on peut maintenir le lien. Hein, j'avais un jeune qui n'avait pas du tout envie de venir, mais qui voilà, n'avait absolument rien envie de faire du tout. Mais par contre, le papa était décédé, maman était toute seule, et maman obligeait le jeune à rentrer à la maison à midi pour contrôler ce qu'il mangeait. Hein, et donc, la relation entre cette mère et cet enfant ne passait plus que par les kilos. Hein, et des conversations autour de l'alimentation. Et donc, lui, il en avait, mais jusque-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec la psychologue la relation mère-enfant. Mais il est resté dans l'équipe. Hein, alors, il est resté dans notre accompagnement. Et voilà, on a d'abord travaillé ça, et puis quand il y a eu des espaces de dialogue un peu différents qu'à travers les kilos, on a pu retravailler. Alors, ben, OK, ce projet, comment à un moment donné, il peut faire sens pour toi? Parce que malgré tout, il y a toujours un peu de souffrance. Hein, et donc, ils ont l'air de faire les gros matamores devant vous, mais en général, il y a quand même des choses qui peuvent les intéresser dans leur vie. Vous pouvez être un bras de levier intéressant pour des choses qui vont pas bien dans leur vie, en tout cas. Et ça, c'est des moyens de les motiver. Oui, ça c'est un. À ce moment-là, je vois qu'il y a un peu de poids, mais alors à ce moment-là, comment, sans stigmatiser, sans dire, bon, mais je vais prendre votre poids, on va prendre. C'est le ask de nos trucs canadiens, de nos amis canadiens, les 5 A là, un ask. Donc, tiens, est-ce que vous seriez d'accord qu'on discute une fois de ce problème
Oui, oui. Ici, ben, c'est le ask. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on prenne le temps une fois de discuter et alors on planifie une consultation pour ça, où là le cadre est défini, hein, et ils ne se sont pas prendre en faux, et puis il y en a qui vous diront non, hein, mais ça, voilà. C'est le ask. Oui. Moi, je pense que, ben voilà, quand les personnes qui sont en métier de réalité intelligente, voilà, le seul souci, c'est vraiment de voir si on veut partir et pas forcément envie de discuter de ça. Mais il y a un petit moment important aussi, c'est la prise de son. Donc, quand on a une la prise de son, alors probablement il faut un peu, au lieu juste de le dire par téléphone, justement, inviter les patients à discuter avec lui certaines choses comme ça. S'il est d'accord. Donc voilà, s'il est d'accord. Hein, donc tiens, à travers votre prise de sang, je vois 2-3 choses que j'aimerais discuter avec vous. Est-ce que c'est OK pour vous? Hein, on fait le agenda setting. Parce que s'il n'est pas d'accord, il vous écoutera de toute façon ou pas. Hein, ça ne sert à rien, vous allez perdre votre temps.